Edge, comment ça va? Tout doux et toi, Mehdi? Très bien. Au calme. Très bien, très bien. Merci d'être là. Merci à toi. Déjà, plaisir. c'est normal. Il fallait qu'on te reçoive quand même. T'es bon, pour ce premier album. Exactement. On peut parler d'album là, on en parlait en antenne. C'est un album. Alors toi, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois comme un album? Moi, comme un album. Bon, bah alors dans ce cas-là, on est raccord. Bon, parfait. Let's go. On va en parler bien sûr, mais je pense qu'il faut aussi qu'on raconte un peu pour ta carrière en tout cas, tu vois, tout ce que tu as fait pour arriver à ce projet-là. Et nous, on t'a découvert assez tard par rapport au moment où toi, t'es vraiment arrivé dans le rap, en fait, et où t'as commencé à fréquenter des rappeurs. Je pense que je crois savoir que pendant longtemps, t'étais avec les rappeurs avec qui tu rappes aujourd'hui, en fait. Exactement. Mais sans vraiment oser prendre le micro. Comment c'était? À quel moment t'as commencé à rencontrer un peu tout ce qui est Jazzy Bass, Dean, la Cool Connection à quelle époque on se situe? C'est après le bac. Okay. Genre vraiment, je pense la semaine d'après le bac, tu vois. Tu connais, quand t'es à Paris, les lycées sont toujours tous plus ou moins rapprochés, donc t'as toujours des gars à gauche, à droite. Ouais. Et c'était en été, je me souviens, on était en fait, j'avais un pote qui était dans la classe de Jazzy Bass. Et bref, c'était l'été, il fallait qu'on célèbre et tout, tu vois, donc plein de connexions qui se font. Et à partir de là, on a commencé à traîner ensemble. Et ça, c'est quoi? C'est genre du fin des années 2000, début 2010? Ouais, fin des années 2000, tu vois. Ok. Fin des années 2000, vers, je dirais 2007, un truc comme ça. Ok. Ouais, donc vraiment époque Cool 2008. Connection, ça commence. Ouais, bah c'est le début de la Cool Connection. Enfin, je pense que ça fait déjà peut-être 1 an qu'ils existent, je pense. Ouais. Mais après, tu connais, ils avaient déjà un groupe, en vrai, Jazzy et Isso. Ouais. Mais la Coolco, c'était pas encore installé. Et quand on s'est connecté, c'est là où la Coolco a commencé à vraiment exploser, je pense. Ok. Et toi, à ce moment-là, tu sais quoi, t'es juste un gars à eux, en fait? Ouais, exactement. Tu chill avec eux? On chill ensemble. Moi, je suis une nature assez réservée, donc c'était, tu sais, je les regardais avec des grands yeux en me disant, ah, ils sont chauds quand même, les frérots et tout, tu vois, donc c'était lourd. Et on a toujours traîné ensemble en studio, en fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai vu beaucoup de processus. J'ai vu beaucoup de gens venir et tout, tu vois, donc par de là les connexions. Ouais. T'as vraiment vu le moment où Jazzy Bass et puis les autres après, c'est devenu important dans la française, tu vois. Bien sûr, les Rap Contenders, qui a été, je pense, un gros tremplin pour Jazzy Bass, et puis après ce qu'il a fait en solo tout de suite. Comment t'as vécu un peu ce truc-là? Parce que c'est marrant parce que nous maintenant on te voit, on te connaît en tant qu'artiste, mais à l'époque tu l'es pas. Quand tu vois ce qui se passe pour eux, est-ce que ça te donne envie de le faire, ou t'es juste en mode je suis content pour mes gars? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, je suis surtout content et fier, tu vois. Je me dis ok, mes gars ils sont super chauds et ça me fait plaisir, tu vois, de voir qu'il y a une expansion qui se crée de plus en plus, tu vois. Donc c'est plus ça. Moi, comme je te dis, j'étais très réservé, donc c'était pas quelque chose qui me trottait dans la tête, tu vois. Tu connais, tu vois, t'as toujours toujours un couplet, voilà, en tant que fan de rap. Ouais. Tu vois les 27 Fantastiques, je sais pas si tu te souviens de ce morceau. Ouais. Oui. Bah justement, c'était marrant parce que ce jour-là, on était, je sais pas, il y avait au moins 15 personnes chez Ivan, tu vois. Et il me dit vas-y, gratte ton couplet et tout. Et frère, moi j'étais entouré que de gars qui étaient déjà trop chauds, tu vois. Ouais. Ça m'a mis une pression, je me suis dit vas-y, j'ai essayé. Bon, je vais faire ça dans mon coin tranquille et après on verra plus tard, tu vois. Ok. À quel moment du coup tu t'es dit vas-y, je peux le faire? Il y a eu un élément déclencheur? Ouais, il y a un élément déclencheur, c'est la vie en vrai, tu vois. J'étais rentré dans un cercle, un peu un cercle vicieux de choses où ça m'intéressait pas de travailler pour quelqu'un. J'avais besoin même moi d'extérioriser certaines choses. J'ai vécu des trucs pas ouf, tu vois. Ouais. Et voilà, ça part de là en vrai. Je crois que si je me dis pas de bêtises, il y a la perte d'un proche aussi. Exactement, au lycée, où c'est là aussi où tu dis bon, il faut que j'extériorise justement. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Enfin, c'était un ami du lycée, on restait très très proches. Ouais. Et quelques années après, bref, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ça veut dire que toi, quand tu commences finalement à écrire, c'est intéressant, t'es pas dans un délire de genre je veux écrire pour kicker, t'es plus dans un délire de je veux écrire pour extérioriser. Exactement, en fait. Complètement, ouais. Ouais, t'es vraiment dans une démarche plus de libératrice en fait. Oui, complètement. J'avais besoin d'évacuer certaines choses, tu vois, certaines frustrations et blocages en gros, tu vois. Mais je crois que t'as quitté l'école pour la musique? Non. T'as quitté le taf, pardon, pour la musique. Oui, le taf, pardon, excuse-moi.
Quel taf tu fais à ce moment-là, en fait, quand tu commences, tu fais des petits jobs? Ouais, des petits jobs pas très intéressants. Ouais. Enfin, alors, je fais quoi? Je suis vendeur, je travaille dans un magasin bio, des trucs comme ça. Ouais. Mais à côté aussi, ça, en revanche, c'était cool, c'est que je fais pas mal d'associatifs, tu vois, avec des jeunes de mon quartier, du 19e, et surtout orientés vers le basket. Et donc... ça, c'était on va dire la partie cool. Ouais, c'était la partie cool de ne pas avoir un boss, tu vois. Et ça, tu l'as pas supporté, ça? Ah non, du tout. Bah non, tu sais, tu vas voir quelqu'un, il connaît pas ton prénom, frère. Tu bosses pour lui. Non, c'est horrible. C'est quelque chose qui m'a très très vite stressé, tu vois. Ok. Et ouais, mais ça peut être très stressant d'arrêter de taffer et de se lancer dans un truc où il y a beaucoup d'incertitudes. La musique, surtout que quand on écoute ta musique, on comprend que même si tu fais une musique qui est, je trouve, plutôt chill en vrai, mais dans le fond, il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et beaucoup de doutes. Malgré tout, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ben, en vrai, je te dis, c'est la déterre. C'est vraiment, du coup, mon proche que j'ai perdu, c'était un exemple de détermination. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, tu vois, où je me suis dit, mais lui, il a réussi à faire des choses en étant extrêmement malade. Moi, je peux pas me plaindre de ma vie et ne pas essayer de bousculer les choses, en fait, tu vois. Okay. Donc, ça a toujours été un moteur et ça restera toujours un moteur, tu vois. Moi, je pense que je te découvre sur Cercle Vertueux. Okay. C'est le moment où je capte Quitter. Ouais. C'est un album d'ailleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour moi, c'était vraiment un bête de retour de Jean. Ouais, et c'est là où je dis, mais c'est qui ce gars, en fait, tu vois. Je crois que sur la liste des feats, t'es le seul que je capte pas vraiment. Ouais. Comment ça s'est fait, ce moment où t'es projeté quelque part un peu sur l'album de Dean Burbigo, moment où vraiment les gens attendent son retour? Comment est-ce que ça s'est passé? On était au studio et il me fait écouter ce morceau-là. À ce moment-là, tu fais déjà de la musique, hein, t'avais déjà sorti déjà un EP. Non, j'avais pas encore sorti d'EP, je crois. Okay. Enfin, attends, si je te dis pas de bêtises, il est sorti, peut-être un mois avant. Je crois, c'est ça. Il doit être sorti un mois avant. Mais là, un an avant, auparavant, j'avais fait un morceau avec... deux morceaux avec The Hop sur leur projet... j'ai oublié comment il s'appelle. Oui, c'était bien d'ailleurs ce projet-là. Exactement. Okay, t'étais dessus. Tiens, j'étais dessus. J'avais un feat avec Bonnie dessus, du coup. Okay. D'ailleurs, c'est mon tout premier clip. C'est le premier clip dans lequel j'apparais, celui-ci. Et mais non, du coup, on est avec Papy au studio et il me fait écouter ce morceau-là. Et moi, je me mange une claque, tu vois, mais il avait pas de refrain à ce moment-là. Et il y a quelques mois qui passent. Et je reparle de ce morceau-là. Je dis, ouais, ça dit quoi? T'en es où? Tu vas le garder pour le projet? C'est bon, t'as trouvé ton refrain et tout? Il me dit, non, même pas, je suis en galère. Il me dit, mais vas-y, teste un truc si t'es chaud. Et je dis, ah ouais, t'es sûr? Tu vois, ça me met une pression de ouf. Ouais. Mais je me dis, vas-y, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. De toute façon, mon papy, si t'aimes pas, tranquille, tu vois. Et il te le dira, lui, s'il aime pas. Voilà, exactement, tu vois, tu connais le poteau. Et du coup, je pose et vas-y, tu vois, on commence à dire, ok, il y a un délire, on retravaille un peu. Mais voilà, il me fait une passe de fou sur un morceau que je kiffais de fou de base, tu vois. Et donc, non, c'était trop cool. Est-ce que c'est là aussi que tu prends un peu en confiance en toi? Quand t'es comme ça aussi un peu, même si je pense que tes gars ils t'ont déjà validé avant en studio, mais là le fait d'être sur un morceau comme ça, est-ce que il se passe quelque chose dans ta tête? Il y a un truc qui se passe, mais on va dire que c'est plutôt une continuité, tu vois. Okay. Parce que le vrai truc qui se passe, c'est le fait d'être toujours soutenu par Jazzy Bass et So, qui à chaque fois, tu vois, ils essaient de me pousser le plus possible, à me dire, vas-y gros, t'as un certain talent, va au bout des choses, tu vois. Et le fait que Dean, par la suite, il m'invite, on va dire que c'est un peu la continuité de tout ça, tu vois. Ok. Il faut qu'on parle, parce que tu as parlé de refrain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que très tôt, toi, directement, en fait, quand on te découvre, en tout cas, il y a à la fois la partie, rap, tu viens de cette école-là, de toute façon, t'as vu des kickers en studio, mais aussi la partie chant, mélo, tu vois. Et je trouve que tu développes de plus en plus, d'ailleurs, au fur et à mesure, je trouve, des années qui passent. Et ça, pour le coup, par rapport au gars avec Quitter, c'est une différence parce que, tu vois, Jean, par exemple, c'est pas forcément un truc qui était naturel chez lui, tu vois, c'est vraiment un kicker. Je pense que Jazzy aussi, à la base, même si maintenant, ils le font. Toi, dès le début, t'as eu ce truc-là. Comment t'expliques un peu le fait d'avoir un peu les tu vois, les deux, quoi, tu vois. Est-ce que tu l'as eu très vite? Est-ce que c'est tes influences? C'est les influences, je pense. J'ai écouté pas mal d'R&B quand j'étais plus jeune via mon frère, tu vois. Ouais. Et
Et en fait, moi, je kiffais toujours les refrains, tu vois. Des groupes comme 112 ou Jagged Edge, quand j'entendais ça, tu vois, en fait, les mélodies, elles me marquaient toujours. Et donc, c'est toujours un truc que j'ai kiffé faire, tu vois. C'était aussi important pour toi que le rap, en fait, quand tu grandissais. C'était vraiment un genre que tu t'écoutais complètement. beaucoup. Ah ouais, bah de fou. Moi, j'étais complètement matrixé par les Quinry à cette époque. Okay. Et donc, du coup, tu vois, c'est des mecs qui arrivent avec des gros refrains à chaque fois, ou sur le R&B, tu vas avoir une certaine douceur qui est incroyable, tu vois. Et moi, en vrai, ça part de... Quand j'étais plus jeune, je passais mes étés en Guadeloupe, tu vois, et à cette époque-là, on avait le câble. Du coup, chez une de mes grand-mères, on avait le câble, et du coup, on recevait la chaîne BET. Mais tu vois, se parle de ça à l'époque. Genre, BET, en France, il n'y avait pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est les années 2000, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc, quand je tombais dessus, tu sais, moi, je voulais juste aller chez ma grand-mère pour, je passe mon après-midi à regarder BET, et je me mange que des sons de ouf. Et je pense que ça part de là aussi, tu vois. C'est qui pour toi le GOAT du R&B à ce moment-là? Est-ce que t'en as un? Il y en a un vraiment, tu te butais à lui ou à elle d'ailleurs? Franchement, en vrai, c'était les 112. Okay, ah ouais, tu kiffais les 112. Ah ouais, okay. De fou. Ouais, franchement, moi, ils m'ont trop matrixé de ouf. Est-ce que cette époque-là, genre un peu bad, parce que t'as une ref aussi à Biggie à un moment. T'as une rime, je sais plus laquelle, tu vois, où tu dis je me sens comme Biggie en Coogie, tu vois. Est-ce que cette époque-là, Bad Boy, tu vois, Biggie, 112, bah ouais, complètement. Je cite pas le nom de Voldemort, parce que voilà, tu vois, mais tu vois, mais Biggie, 112, est-ce que c'est un truc aussi que tu kiffais vraiment le côté Caris cette époque-là? Complètement, okay. Bah oui. Mais c'était aussi, il y avait la musicalité, mais il y avait aussi l'esthétique, tu vois. Ouais, bien sûr. J'arrivais facilement à me voir à travers eux, entre guillemets, tu vois. Enfin, je voulais être Quinry comme eux, en fait, tu vois. Les jeans larges, les maillots de basket, de foot Quinry et tout, tu vois. Donc, tu vois, c'est marrant parce que donc sur l'album, il y a Némir qui est en feat. Et tu vois, en écoutant le morceau, et du coup, après, en repensant à la carrière de Némir, je me suis dit, est-ce que finalement, Némir et Edge, faites pas la même musique, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, parce que Némir, quand il est arrivé, tu vois, il avait ce côté kicker de fou, et en même temps, chant aussi, tu vois, genre quand il fait Ailleurs, moi qui est un projet que j'adore, tu vois, pour moi c'est vraiment un classique de cette époque-là, tu sais, il a vraiment le côté à la fois, je sais faire des mélos, etc., à une époque où c'est pas si commun que ça, et en même temps je sais kicker de ouf, et toi t'as ça aussi, tu vois, et je me suis dit, est-ce que finalement il n'y a pas un parallèle? J'adore faire des parallèles, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, où est-ce que je sais pas si toi tu t'es... Je vais pas dire que tu t'es buté à Némir, parce qu'en tout cas, vous faites pas la même musique, c'est pas la même manière de poser, c'est même pas la même manière de chanter, mais vous avez ce truc-là en commun, tu vois, le côté être entre les deux, je trouve. Un peu, mais pour être honnête, alors j'ai beaucoup écouté Némir, mais c'est, je pense, ce gros mot qui m'a plus débloqué ce côté-là, tu vois. Où, justement, tu vois, tout à l'heure, en off, on parlait de Canaille Kikit, mais il y a une Canaille Kikit où il y a Némir et Gros Mot qui viennent. Et moi, c'est la première fois que je rencontre Gros Mot. Et déjà, je me mange un charisme de fou, tu vois. Et plus tard, en fait, quand je commence vraiment à m'intéresser à sa musique, je vois que c'est un gars qui est capable d'envoyer des mélos de ouf qui me font trop kiffer, tu vois. C'est la même école, de toute façon. Oui, Némir, de fou. Némir, et voilà. Mais on va dire que à ce moment-là, Némir, il n'avait pas encore... il n'avait pas encore sorti Ailleurs, donc c'était... Oui, c'est vrai qu'au tout début, c'est un kicker. C'est un kicker, voilà, tu vois. Il n'y a pas encore le côté mélo et exactement. tout. Ouais, ok. Parce que c'est vrai, toi, les Kanakiki, t'étais là, en fait. T'as tout vu, en fait. Tout vu. En fait, c'est ton centre de formation un peu... Ouais, complètement. Tu vois, passif, entre guillemets, quoi. Complètement. Ouais. Il y a... Du coup, tu vois, bon, tu travailles, etc. Il y a Cercle Vertueux. Et puis après, il y a... un peu après, assez rapidement, en 2020, il y a le projet Off, qui est vraiment ta première carte de visite. Pour toi, qui dit, tu l'as dit, qui est assez réservé, etc., qui n'avait pas forcément confiance en tes qualités d'artiste, qu'est-ce que ça représente de sortir ce projet-là à l'époque? Est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions, j'imagine? Je me suis posé 1 milliard de questions. J'ai eu pas mal de galères avant de sortir ce projet-là. Dans ta vie perso, tu veux dire? Dans la vie perso, et même par rapport à la musique, tu vois. J'ai fait... j'avais été vite approché par un gars complètement véreux, tu vois, qui m'a mis des gros bâtons dans les roues. À la suite de ça, parce que bref, j'ai été bête, je pense. J'ai signé un truc que j'aurais jamais dû signer, tu vois. Et parce du coup, que trop jeune, tu connaissais pas les trucs. C'est ça, et même peut-être plus que jeune, je dirais peut-être trop pressé, tu vois.
Parce que, voilà, j'ai quitté mon taf, là, on me propose un truc intéressant. De l'argent, on y va. Faut que j'y aille. Sauf que c'était une grave erreur, tu vois. Enfin, une grave erreur, non, parce que finalement, je pense que c'est ce qui m'amène à être ici. Mais ça a contribué à faire que le projet Off a pris beaucoup de place et beaucoup de temps à sortir, parce que voilà, c'était toute une galère, tu vois, pour se dépatouiller de tout ça. Ok. Mais quand c'est sorti, ça t'a fait quoi? Ah, ça m'a fait du bien de fou. Ouais. C'était un sentiment que j'ai rarement connu auparavant, tu vois, où j'arrivais à être heureux et satisfait et fier, ouais, voilà, c'est ça en vrai, fier de ce que j'avais réussi à faire, tu vois. Toi, avant, dans le passé, t'avais pas forcément eu de moments comme ça où, je sais pas, t'avais ressenti un peu ce truc-là, des gens qui te disent, ouais, c'est lourd ce que t'as fait et tout? Non, ça, en fait, je le ressentais plus par rapport à travers les jeunes avec qui je bossais, tu vois, où pour moi, c'était grave important de les voir s'épanouir, de sentir qu'ils arrivent à faire des choses qui leur tiennent à cœur dans la vie, tu vois. Moi, mon plaisir est passé par là. Et là, pour une fois, je peux me mettre de l'autre côté et voir que j'arrive à m'épanouir et que ça fait plaisir aux gens qui m'entourent, tu vois. C'était beau. C'était un beau retour des choses. Il y a eu Offshore aussi après. Mais moi, j'aimerais parler aussi du projet Private Club avant qu'on rentre sur le nouveau projet, parce que ça, c'est aussi c'est un projet commun déjà dans le rap français, avec tes gars un peu j'ai l'impression que les gars dont t'es presque le plus proche. Tu vois, c'est les gars de la première heure, tu vois. Vraiment, c'est les frérots. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est la cool connexion qui se reforme en fait, avec toi en plus, tu vois. Plus premier projet en fait des Soluxieux. Donc c'était quand même un truc. Tu vois, tout ça. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Là, qu'est-ce que toi, ça t'a fait d'être un peu ajouté, entre guillemets, au duo? Parce que les gens le connaissaient, ce duo-là, même s'il n'y a pas eu tant de morceaux que ça. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Une fierté incroyable. Parce que c'est des gars que j'ai écoutés, rincés, soutenus comme un ouf, tu vois. Et là, moi, j'étais trop fier, en fait, de me dire que deux gars, au-delà d'être mes amis, enfin, artistiquement, c'est des gars que j'écoute de ouf et qui sont prêts à me faire confiance pour faire un projet ensemble. C'était incroyable. C'était juste incroyable. Sur Offshore aussi, il y a plein de morceaux que j'aime beaucoup sur Offshore. Il y en a un que j'ai beaucoup écouté, c'est 20 milieux sous les mers, avec Alpha One. Ce morceau-là, cette two-step, comment t'as réussi à convaintre Alpha? Parce que j'avais jamais entendu Alpha sur une prod comme ça. Il fait un couplet de bâtard. De fou. Laisse tomber, gros. En vrai, moi, je me pose encore la question, tu vois, honnêtement, parce qu'on avait fait... du coup, on se rejoint au studio et tout. Vraiment, on a écouté pas mal de prod. Vraiment pas mal de prod. Parce qu'il est relou, c'est ça que tu veux dire? Non, il est pas relou. non, il est exigeant, il a bien raison, tu vois. Et du coup, on écoute, on trouve pas. Et je sais pas, au bout d'un moment, je me dis, bon, vas-y, on se recapte plus tard, je vais refaire une sélection de prod, tu vois. Et après, je me dis, vas-y, j'avais cette prod sur le côté, je me dis, attends, mais vas-y, tu sais quoi, on sait jamais. Je te fais écouter ça, si jamais ça te parle, tu me dis, tu vois. Et du coup, je lance le son. Et assez vite, il me dit, ok, vas-y, let's go, viens, on part sur ça. Ça peut être chaud et tout. Et laisse tomber, gros, c'était incroyable. Je me souviens encore, quand je suis sorti du sud, je rentre chez moi, je dis, non, c'est une dinguerie. Donc là, j'amène Alpha sur ça. Il envoie du feu de ouf. Non, c'était fou. J'ai l'impression que toi, en feat, t'es pas dans un truc de compète. Non. Tu vois, non, parce qu'il peut y avoir ça. Bien sûr. Surtout quand tu rappes avec des kickers et tout. Complètement. Et toi, même des fois, j'ai l'impression que même t'as pas de problème à t'effacer, entre guillemets. Si tu dois faire un 8 mesures quand l'autre il en fait 32, ça te pose pas de problème. Tu vois, même je me suis dit ça en écoutant le projet aussi, même en écoutant le dernier feat avec Léo SVR, que j'aime beaucoup par exemple. Tu sais, tu joues ton rôle en fait, mais t'es pas dans un truc de compétition en fait. Non, je le vois pas comme ça en fait. Je le vois plus comme. C'est pas une compétition, c'est genre pour bien de la musique. Si je sens que je peux faire plus, je fais plus. Mais j'aime bien aller aussi un peu, tu vois, à l'instinct et me dire, ok, là j'ai envoyé le truc qui selon moi me semble être le plus impactant entre guillemets et cohérent, le plus pertinent, tu vois. Donc vas-y, let's go, on va là-dessus. Comment vous avez eu l'idée de faire ce projet avec Gratus? Parce qu'il y a eu un projet commun aussi, un autre avec Gratus. Ça, c'était un truc de studio, vous vous amusez? En fait, ça... Parce que lui, je crois aussi, il s'est mis à rapper tard aussi, un peu comme toi. Vous avez ça en commun. En vrai, on a grave ça en commun. Enfin, Gratus et moi, on a un parcours très similaire, tu vois, à ce niveau-là. De base, on avait déjà fait la noyade, tu vois. On avait déjà sorti la noyade et en gros, moi, j'avais commencé à poser le morceau et je me suis dit,
putain, mais je verrais trop bien Ratus dessus, tu vois. Et donc, je l'envoie. Il vient au studio le lendemain ou le surlendemain. En 30 minutes, c'est plié. Et je me dis, mais c'est fou, tu vois. On avait déjà fait des morceaux ensemble. Mais là, ça me fait me dire, en fait, gros, juste toi et moi, on se pose en studio. On peut faire un projet quand on veut, tu vois. Et à ce moment-là, quand on sort le projet commun, moi, j'ai envie de faire du son. Parce que ça fait... Offshore, il est sorti depuis pas très long. Enfin, 6-7 mois avant, je pense. Mais j'ai encore une énergie de... Vas-y, là, je veux... T'es dans le... Ouais. Je veux envoyer quelque chose. Et avec Ratus, il était dans le même état d'esprit et tout. Et on se dit, vas-y, viens, on fait un projet commun. On se prend pas la tête. Juste, on kiffe. Viens, on passe du bon temps. On kiffe. Et vas-y, on va voir ce que ça donne. Et après, c'est ce qui s'est passé. Autant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans les textes, il y a un truc parfois très sombre. Tu vois, dans ce que tu racontes, dans même ta vision du monde, en fait, où elle est vraiment sombre. Et en même temps, la musique que tu fais, elle est plus solaire. Tu vois. Est-ce qu'il y a un... J'aurais pas dit solaire pour le coup. Moi, j'aimerais bien faire de la musique un peu plus solaire. Moi, je la trouve, je trouve qu'elle est assez... Alors, elle peut être parfois nocturne, donc c'est effectivement contraire à ce que je viens de dire, mais je trouve qu'il y a un côté quand même assez chaud et assez ensoleillé. Tu vois, je pense à un morceau comme Elixir sur Janvier, pour le coup. Et même là, moi, je la vois même un peu éthérée, un peu... Alors, très enfumée, ta musique. Mais du coup, je l'associe un peu à un côté presque des fois californien. Ah ouais, T'as pas ça, c'est pas comme ça que tu vois Non, je le perçois pas comme ça parce que le moment où j'arriverai à faire ça, genre, je pourrais le dire facilement, tu vois. Mais là, j'ai pas encore débloqué ce côté solaire comme je l'entends et je l'imagine. Oui, c'est solaire. Et c'est lourd. Mais du coup, tu vois, j'ai pas fait énormément de morceaux comme La Noyade finalement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas quelque chose que c'est pas là où je suis le plus à l'aise, dans le sens où il y a beaucoup plus de lâcher prise, tu vois, quand tu fais des morceaux solaires. Et j'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise finalement. Tu vois. T'es encore vachement dans le contrôle. Un peu. C'est un truc qu'il faut que j'arrive à casser avec le temps, tu vois. Qu'est-ce qui fait que t'es autant tourmenté, que t'as autant de doutes? C'est la vie, frérot. c'est le monde dans lequel on vit, tu vois. Ouais, et puis c'est les expériences personnelles et tout, tu vois. Est-ce que c'est aussi le côté vie d'artiste qui est un truc qui peut aussi être incertain, tu vois? Non, parce que je le vois, de toute manière, la vie, elle est incertaine. Tu vois, le monde du travail, il est incertain. Quand on voit comment les choses, elles évoluent, tout est incertain, en fait. Et le plaisir, le bien-être, c'est quelque chose qui est souvent assez éphémère, je trouve. Tu vois, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ça, je pense, qui crée, tu vois, toute cette anxiété de se dire que, par moment... t'es bien un jour. T'es bien un jour et le lendemain, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est pour ça que tu dors aussi mal? Aussi, ouais. Ça, c'est un truc dont tu parles beaucoup. Tes insomnies, tu te réveilles très tôt. Ouais. Non, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un truc dont tu parles, même, c'est pas que sur ce projet, tu vois, quand on écoute ta musique, quand on écoute vraiment, c'est quelque chose dont tu parles un peu de tes soucis. Ça veut dire, c'est souvent quand on est tourmenté que c'est comme ça. Ouais, complètement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que finalement, tu vois, j'ai plus de facilité à en parler de manière au grand public, on va dire, tu vois, plus qu'à mes proches. Et du coup, c'est là où la musique, ça devient cet exutoire-là. Et j'ai commencé comme ça, et finalement, ça continue dans ce rythme-là, tu vois. Tu fais quoi quand tu dors pas la nuit? T'écoutes du son? Ouais, j'écoute des conneries sur YouTube? Non, j'écoute du son, franchement, j'écoute des prods, du son, je marche un peu, et voilà. Parce que tu dis aussi que tu bosses tout le temps, t'es toujours dans ce truc de... Ça, c'est mauvais. Il faut pouvoir couper. Ouais, de ouf. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Là, avec le temps, ça commence un peu à venir, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être je me plonge trop dedans, tu vois, parce que justement, c'est aussi ce truc où c'est incertain. J'ai peur que ça s'arrête. Du coup, il faut tout donner, tu vois. Faut pas avoir de regrets. Ouais, je comprends. Il y a un morceau où, tu sais, on parlait de s'amuser avec Ratus, où j'ai l'impression, je te disais en antenne, que vous vous êtes amusé, c'est avec Ben PLG. J'ai un morceau qui s'appelle IO Technology, donc c'est une ref au morceau de 50 avec Justin Timberlake, et aussi une ref à une rime de Ben PLG dedans. Mais là, tu vois, genre, vous aviez jamais bossé ensemble, si je dis pas de bêtises. Non, jamais. Et j'aurais pas imaginé ce partenariat-là, tu vois, et ça marche de fou. Genre, vraiment, comment d'où est venue l'idée même de collaborer ensemble et de partir sur un truc, c'est du passe-passe et tout, genre vraiment on dirait que vous êtes vous avez tout le temps rappé ensemble en fait. C'est une connexion humaine dans un premier temps. On s'est retrouvés ensemble à un concert
C'était au concert de Bakary à la Boule Noire. Et après le concert, tu vois, on est parti boire des coups. Et je sais pas, on a discuté, tu vois, le feeling, il est trop bien passé. Ouais. Et quelques mois avant, j'avais fait une session avec Lucci. Enfin, j'avais fait même plusieurs sessions avec Lucci. Le beatmaker. Le beatmaker. Ouais. Et je sais pas, du coup, je me suis dit, en vrai, je kiffe bosser avec Lucci. J'ai passé une bête de soirée avec Ben. Vas-y, ce serait cool qu'on s'attrape, tu vois, et qu'on fasse un son ensemble. Du coup, je suis monté à Lille. Et là, on a passé la journée ensemble, tu vois. Et franchement, c'était grave lourd. La session était grave cool. J'ai aimé, en fait... Ben, c'est un bête d'humain, tu vois. Et donc, il m'a très vite mis à l'aise. Ouais. Et on pouvait... on pouvait s'amuser. On s'est dit, vas-y, viens, on s'amuse. Du coup, il y a la première partie du morceau où on était un peu plus corporate, on va dire, tu vois. Et là où... au bout d'un moment, on se dit, vas-y, mais peut-être faut qu'on switch un peu et qu'on lâche prise. Viens, on s'amuse, tu vois. Et donc, du coup, après, Johnny Ola et Lucci, ils font une deuxième partie de prod. Et là, je dis, vas-y, c'est bon, viens, on s'amuse maintenant, c'est let's go, tu vois. Et là, c'est trop cool. Tu viens de mentionner Johnny, qui est aussi très important. Complètement. Qui est sur tous tes projets, enfin, qui, voilà. Et vous avez monté le Goldstein Studio ensemble. Lui, enfin, le Goldstein, le label, mais lui, il a monté le studio tout seul. Absolument, le studio, c'est lui, mais le label, c'est vous deux, le label. Hein, c'est si ça. Pas de bêtises. Quel rôle il a joué aussi dans ta vie? Parce que j'ai aussi l'impression qu'on a parlé de Jazzy Bass et de SO, mais qu'en fait, c'est la troisième personne qui a peut-être été aussi... C'est les trois, gros. Ouais. C'est les trois, vraiment. Et Johnny, c'est quelqu'un qui m'a donné confiance, en fait. Qui m'a donné confiance, qui m'a fait confiance. Et on a réussi à créer quelque chose avec le temps, tu vois. Le moment où lui, il ouvre le studio, ça correspond au moment où moi, je suis le plus déter pour faire de la musique, tu vois. Et donc, en vrai, on a commencé à gravir les échelons ensemble, tu vois. Et c'est la première personne à réellement m'avoir enregistré. C'est la première personne avec qui j'ai le plus échangé, tu vois, sur mes morceaux. Et voilà. Il y a un feat avec Old P, membre de 13 blocs, bien sûr. Oui. Et pour moi, le morceau, c'est presque une suite à Fuck le 17. Tu vois, non, mais il y a un truc comme ça, en fait. Est-ce qu'il y avait ce truc-là en studio? Genre, pas donner une suite, mais en tout cas, vraiment rester dans l'esprit. D'ailleurs, vous mentionnez le morceau dans celui-là. Et il y a la même énergie. C'est aussi un morceau, c'est peut-être ton morceau le plus énervé de ta carrière. En fait, je pense. Même revendicateur, entre guillemets, en tout cas, le plus vénère. Là, il y a c'est un autre edge qu'on voit via cette collaboration avec Old P. En vrai, pour être très honnête, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était parti en résidence quelques mois auparavant, tu vois, et il y a un soir, on avait bien fait la fête. Et j'imagine des bouteilles de champagne, car tu parles beaucoup de champagne aussi. Un peu, ouais. Et on avait bien fait la fête, du coup j'étais bien, et à cette période-là, j'étais à mort sur 13 blocs à ce moment-là, tu vois. À mort. Est-ce que c'est pas un des plus grands groupes de l'histoire de cette musique, il faut franchement, c'est une dinguerie, gros. Voilà. C'est une dinguerie ce qu'ils ont ramené au rap français. Bien sûr. Et, en peu de temps. En peu de temps, exactement. Et je sais pas, j'étais matrixé par vraiment c'est sur un mois, tu vois. Ouais, tu t'es buté. Je me suis buté de ouf, et du coup ce soir-là, j'étais bien, je me suis dit vas-y, je veux m'amuser, tu vois, je veux m'amuser. Donc et mon pote Marty, il avait fait une prod, et j'ai dit vas-y, tu sais quoi, là je veux m'amuser un peu, mets-moi la prod. Je rentre dans la cabine de fortune qu'on avait faite, tu vois. Et après, l'énergie, elle vient assez rapidement. Marty, il bosse pas mal avec Old P. Et du coup, Old P, un jour, il passe au studio et Marty lui fait écouter ce son-là, tu vois. Et moi, je l'avais pas encore terminé, je l'avais mis de côté parce que justement, tu vois, j'étais peut-être trop dans la fête, sur les premières prises. Et Old P, il dit, mais le son, il est méchant de fou. Il est chaud ton garage et tout, vas-y, faut que tu me le présentes. Et du coup, Marty m'en parle. Et après, je commence à parler avec Old P. Et on se capte au studio. Et tu vois, du coup, à partir de là, on retravaille le morceau. On part de la base, effectivement. Mais après, on a quand même bien retravaillé le morceau. Et je dis, gros, moi, là, quand je l'ai fait, j'étais dans cette énergie-là. Vas-y, viens, on renvoie ça, tu vois. Et donc, c'est parti là-dedans. On n'a même pas parlé de tes influences, même si j'ai mis une question nombreuse. Mais est-ce que tu t'es plus buté
au rap des années 2010, des années 2000 ou des années 90? Parce que tu vois, on vient de citer 13 blocs. Est-ce que tu as beaucoup écouté, je pense, cette décennie-là, ou est-ce que t'as beaucoup écouté les classiques, genre les IAM, NTM, ou pas trop? C'est quoi vraiment qui t'a forgé, toi? Moi, ce qui m'a forgé, en vrai de vrai, c'est, comme je te disais, c'est la partie Quinry. Après, à partir de quand je rencontre vraiment la Coolco et tout, là où ils te mettent dans... Ouais, là, ils me mettent vraiment dedans. Et honnêtement, je trouve qu'à cette période-là, le rap en France, c'est pas une période qui m'a marqué, tu vois. Tu parles de quoi? De 2010, ouais, tout ça? Entre 2007 et allez, de 2007 à 2013, on va dire, un truc comme ça. C'est pas là où j'ai été le plus marqué par des choses. Tu vois, après, forcément, il y avait des classiques. Évidemment. Mais toi, en tout cas, c'est pas ce que t'as... Voilà, exactement. Et après, avec le temps, t'as des groupes qui arrivent, du coup, comme 13 blocs ou XV Barbare, par exemple. T'as l'essor de Caris. Après, aussi comme... Enfin, je te parle de rap Karim, mais j'ai quand même été pas mal matrixé par Lunatic aussi, par des sons aussi pas mal créoles, finalement, tu vois. Et avec le temps, les choses elles se sont affinées, mais c'est aussi parce que les propositions artistiques elles étaient beaucoup plus ouvertes en fait, tu vois. Tu t'es buté à Hamza aussi, je sais. Ah bah. Je sais, une fois on a déjà parlé. Ouais, bien sûr. H24. H24, quel classique. Quel classique. C'est ton projet préféré d'Hamza? Ouais, je pense. Quand tu découvres quelqu'un, c'est toujours. Il y a un truc comme ça. Je pense. Mais Paradise, attention, parce que là, avec justement. Moi, c'est Paradise. Avec le temps. Moi, avec le temps, c'est Paradise, mais pendant longtemps, H24. En fait, c'est trop une époque. Ouais, tu vois, complètement. Tu découvres un mec, tu sais qui ce gars. Bah ouais, frère. Il est américain, tu vois. Mais non. Mais avec le temps, je pense que c'est Paradise aussi. Non, mais je te rejoins. Je pense que là, avec le temps, c'est Paradise, effectivement. T'as parlé de. Tu disais qu'il y avait des sons créoles aussi. C'est ça que tes parents écoutaient à la maison? Ouais, à fond. Okay. Beaucoup de Kassav. Et voilà, beaucoup de musique créole, vraiment. Tu sais, c'est con, mais ma mère, elle écoutait. À l'époque, comment elle s'appelait cette radio? J'ai oublié. Tropic FM, je crois. Tropic FM, ouais, ça existe, bien sûr. Je sais plus si ça existe toujours, là. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, je connais le nom, bien sûr. Là, tu vois, alors, elle mettait toujours à la radio, et donc. Mais est-ce que quand t'es petit, tu kiffes ou ça te saoule? Parce que ça dépend. J'en parlais avec Rimon, la chanteuse en interview, que je sais que tu connais. Elle est d'origine érythréenne, tu vois, et elle me disait que quand elle est petite, sa mère, elle mettait beaucoup de musique. Bien et quand t'es petit, t'es en mode, je veux pas écouter ce que ma mère elle fait. Et après, en vieillissant, tu te replonges un peu, parce que c'est important de savoir d'où tu viens. Toi, tu kiffais ou tu kiffais pas trop? En vrai, ça dépendait des sons. Okay. Mais je kiffais pas vraiment. Enfin, il y avait quelques sons que je kiffais, mais c'est surtout avec le temps où je me suis mangé des trucs. Je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable en fait, tu vois. En fait, je pense, en plus, quand on était petits, on se rendait pas compte à quel point Kassav, c'était incroyable. Tu sais, on nous a pas vendu comme ça. C'était genre un groupe qui avait des tubes et tout, mais je pense qu'on n'a pas. Mais en métropole. Je parle de la métropole, bien sûr, et des médias mainstream bien sûr. Qui diffusaient l'information. Évidemment qu'il y a plein de gens qui savaient, mais moi, par exemple, j'ai compris tard l'importance de ce groupe, tu vois. Et de, mais je trouve ce qui est plus ou moins normal, parce qu'à cette époque-là, c'est quand même assez compliqué aussi d'ouvrir la musique, tu vois, sans rentrer dans les clichés, en fait, finalement. Parce que t'avais, comment ça s'appelle, Zouk Machine, tu vois. Bon, finalement, c'est un peu quand même j'ai grossi le trait, mais c'est un peu un cliché dans le sens où c'est quelque chose c'est un groupe qu'on met en place pour plaire à la masse, tu vois. Et c'est pas forcément ce qui va être écouté par les gens qui connaissent vraiment. Ou Francky Vincent, enfin, tu vois, si tu captes un peu le truc. Ouais, complètement. Oui, c'était les produits d'appel, entre guillemets. Voilà, exactement. Tu as trouvé le terme. C'était les produits d'appel. Ouais. Tu racontes aussi dans l'album comment ça peut être compliqué avec ta mère, tu vois, notamment, je pense à l'adolescence, j'imagine aussi, peut-être quand tu décides de tout arrêter pour la musique. Comment ça a été cette période-là? Est-ce que ça a été conflictuel avec elle ou jamais vraiment conflictuel, mais juste elle comprenait pas forcément ce que toi tu voulais faire? C'était un peu conflictuel. C'était un peu conflictuel, puis en plus de ça, elle était pas... Elle, à ce moment-là, elle est pas en métropole, donc ça veut dire que elle voit pas tout. Elle voit pas tout, elle voit ça de loin, donc forcément elle a peur, ce qui est complètement normal, tu vois. Mais avec le temps, les choses elles sont un peu apaisées. Et quand j'ai fait la maroquinerie, elle m'a fait la surprise, tu vois, elle est venue.
me voir. À la maroquinerie en plus, il n'y a pas de siège pépère. Ouf, tu vois. Ça faisait, je sais pas, ça faisait un bon moment que je l'avais pas vue parce qu'elle habite en Guadeloupe, tu vois. Et t'avais rien dit, tu savais pas? Non, je savais pas du tout. En fait, je le sais quand je... Quand tu montes sur scène, quand tu vois son regard, genre... Quand je sors de scène, carrément. Tu sors de scène. Je sors de scène et il y a Ratus, il vient me voir, il me fait c'est bon, t'as vu la surprise? Je dis mais de quoi tu me parles et tout? Il me dit ah ouais, t'as pas vu? Et après, à ce moment-là, je tourne ma tête et là, paf, je vois ma daronne. Et frère, tu vois, c'était une émotion de fou. Incroyable. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même un certain apaisement qui s'est créé dans sa tête, en fait. Tu vois, elle a compris peut-être aussi. Ouais, elle a compris. Elle respectait peut-être un peu en mode... Exactement. C'est un travail, genre. Exactement, c'est ça. C'est ça elle aurait voulu que tu fasses quoi, ta mère, quand t'étais petit? Bon, je sais pas. Pas rappeur, en tout cas. Pas rappeur. Non, si, peut-être de la cuisine. Ah ouais, parce que j'aimais bien, enfin, quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être cuistot et tout, tu vois. Ok, c'est ça que t'avais envie de faire, toi? Ouais. Enfin, jusqu'à mes 16 ans, en gros, mais tu vois. c'était déjà, Et après, j'ai une mauvaise expérience. Tu sais, tout à l'heure, tu vois, je te parlais de travailler pour quelqu'un. En fait, c'est que très jeune, j'ai travaillé pour des gens qui me respectaient pas. Et déjà que j'avais du mal avec l'autorité de base, tu vois. Mais là, en plus de ça, quand tu rentres dans le monde du travail et que tu sens qu'on te respecte pas, moi, ça a créé un sale blocage, tu vois. Ouais. J'aimerais qu'on parle de mon morceau préféré de l'album. Dis-moi. Hors de l'eau. Let's go. Que je trouve trop chaud. Bien et en fait, il y a un truc quand même avec toi, c'est que t'aimes bien jouer avec ta voix. Tu vois, ta voix, il y a des morceaux où, des fois, on se dit, est-ce que c'est lui? Tu vois, non, mais tu vois, je sais pas d'où ça te vient. Mais en tout cas, sur ce morceau-là, comment t'as appréhendé ce track-là? De base, en vrai, je le pose normal, tu vois. Si je me dis juste, vas-y, je vais poser un morceau sans autotune, là. Mais juste, je vais m'amuser sur les ambiances, tu vois. Et du coup, c'est Marty qui fait la session à ce moment-là. Et quand il met la piste d'ambiance, il met de la disto et un peu de reverb et tout. Et je me dis, mais attends, mais là, c'est chaud, en fait. Je kiffe comment t'as les épices que t'as mis et tout. Vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de reposer le morceau, mais qu'avec ce template-là, tu vois. Et en fait, je commence à le poser. Et là, je prends un kiff de fou. Tu vois, où je me dis, ok, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc voilà, c'est parti de là, tu vois. Tu parlais de l'autotune, t'en mets généralement un peu sur tous les morceaux? Comment tout le temps. Ouais, tout le temps. Okay. Quasiment tout le temps. Enfin, souvent, c'est soit pitch correct ou quoi, tu vois, mais c'est pour accentuer le côté mélodieux, en fait, finalement, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, les premières prises, finalement, quand je fais du son, c'est dans ma tête, tu vois, je suis un chanteur R&B, tu vois ce que je veux dire, je suis pas... je me place pas en tant que rappeur, tu vois. Ouais, ok. Et donc... Ok. Il faut que tu me parles de ton rêve d'avoir une Cadillac Escalade. D'où ça te vient, ça? C'est l'Amérique encore, en fait. Ouais, bien sûr, c'est BET, frère. Ouais. C'est complètement BET, frère. Ouais, t'es vraiment buté par ça, en fait. Ah ouais, non, mais gros, mais c'était... Parce que, tu sais, c'était con, mais du coup, quand j'allais en Guadeloupe et que je rentrais à Paris, j'avais fait une tas de sélections de sons, tu vois, où je me disais, vas-y, ça, faut que je le fasse découvrir à un tel. Et du coup, c'était toujours un peu valorisant, en fait, de se dire, ok, ouais, là, c'est chaud, je présente des trucs inédits et tout, tu vois. T'étais genre t'étais le curator. Ouais, un petit peu, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui te faisait... C'était qui le rappeur qui te faisait le plus rêver à cette époque-là? Fabulous. Ah ouais, vraiment l'Amérique, quoi. L'Amérique pure et dure. Il avait aussi ce côté kicker. Ouais, bien sûr. Il chantait pas, lui. Il chantait pas, les rappeurs chantaient pas à l'époque. Ouais, mais les côtés, il allait chercher ses refrains, tu vois. Et Can Let You Go, frère, ce son. Can Let You Go, ça passait à la radio tout le temps. Ouais, de fou. Ouais, donc t'as vraiment été biberonné à ce truc-là. Ouais, complètement. C'est mon grand frère. Un jour, carrément, il avait séché les cours, je m'en souviens, pour aller à Virgin à l'époque. Et prendre ce CD-là, tu vois, juste, il m'a dit, en fait, je suis passé devant. Je trouvais que la cover, elle était cool. Le gars, il a envoyé un style. Il me dit, vas-y, tiens, je vais le prendre. Et du coup, c'était Ghetto Fabulous. C'est comme ça qu'on achetait les albums, des fois, à l'époque. Ouais, juste sur une cover. De ouf. Et du coup, il l'emmène. Et quand je l'écoute, je me dis, ok, le gars, il est trop chaud. Et quelques mois après, du coup, je pars en Guadeloupe. Je commence à voir ses clips. Je me dis, mais en fait, lui, il est trop chaud. Moi, je vais être comme lui, tu vois. Ok. Sur un autre registre, mais à un moment sur l'album, tu dis « La frontière est mince entre la peur et la flemme ». Cette phrase, ça m'a fait réfléchir. Tu vois. Et c'est vrai, est-ce que tu as l'impression que parfois, tu sais,
toi, t'as pu être, comment dire, pris par ça, par la peur de faire les choses. Ouais, tu vois, ça t'a. Et comment t'as ça me vaincu ça? tétanise facilement, tu vois. Ouais. Mais parce que comment est-ce que j'ai vécu ça? Bah, c'est mon pote qui m'a. C'est ça en fait, ça a vraiment changé ta vie en fait. Mais de fou. Ouais. Malheureusement, finalement, ouais, bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais en tout cas, toi, t'as réussi au moins de ce malheur-là à retirer quelque chose de positif pour toi, en tout cas, qui t'a fait avancer, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, j'ai souvent peur, tu vois, parce que j'ai peur de l'échec, forcément. Et à un moment donné, il faut réussir à vaincre ses démons, tu vois, pour avancer le plus possible. Ouais. Donc, et comment, quand on est timide, on arrive à vaincre ça et à jouer sur scène à la très bonne question, ailleurs? Je me le pose tous les jours, gros. Parce qu'en plus, t'aimes la scène. Ouais, mais j'aime trop ça. Ouais. J'aime trop ça, mais... Tu deviens quelqu'un d'autre? C'est que je me mets dans une bulle, tu vois. J'essaie de faire abstraction de tout. Et tant qu'il n'y a pas... En vrai, après, je te dis ça, mais tant qu'il n'y a pas la première note qui est sortie de ma bouche, je suis ultra stressé, tu vois. Ouais. J'ai le micro dans la main, je suis encore stressé, tu vois. Mais dès que dès que ma voix elle commence à sortir, je me dis ok, bon ben là, maintenant c'est le moment de s'amuser et donc vas-y, on y go. Est-ce qu'il y a des exercices comme ça pour, je sais pas, combattre le stress avant... La respiration, ouais. La respiration. Avant c'était un peu d'alcool, maintenant. Ouais. T'as arrêté ça? Ouais, c'est de avant la scène en tout cas, ouais. Ouais, alors avant c'est plus possible. Ouais. Fou. Après, je commence à bafouiller et tout, je vais être stressé. Non, l'enfer. Okay. Non, ouais, c'est plus la respiration et après, et se mettre dans une bulle, tu vois. Qu'est-ce que ça représente pour toi de sortir un album? Parce que on en parlait aussi en antenne, tu sais, il y a, t'as sorti des projets, je sais pas si c'est des EP, en tout cas, parce qu'ils sont quand même assez longs, tu vois, offshore, plus des projets communs. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de le premier album. Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi de lâcher ça? Bah, c'est un petit stress, mais c'est aussi un plaisir où dans le sens, je me dis, là, musicalement, je suis allé au bout de ce que je voulais faire dans la construction de l'album, tu vois. Ouais. Maintenant, ouais, c'est ça. En fait, je le vois comme un accomplissement, mais c'est aussi une porte de sortie pour aller ne plus avoir cette pression de se dire, ah, je vais faire un album à un moment donné. Et maintenant, je vais pouvoir m'amuser, en fait, tu vois, en ayant clôturé ce chapitre. Ça clôture un arc, en fait. Ouais, parce que finalement... T'as commencé avec Off, en fait. Ouais, et finalement, tu vois, quand tu sors, je me dis, le plus important, entre guillemets, c'est l'appellation du premier album. Mais après, que tu sortes un deuxième, un troisième, quatrième album, en soi... Bah, le plus important, il est déjà passé, en fait, tu vois. Tu penses, ouais, que c'est celui-là le plus important? Bah, je pense. Après, ça veut pas dire, comme on disait tout à l'heure en off, ça veut pas dire que c'est le meilleur, tu vois. Mais c'est simplement que, au moins, au moment où c'est fait, tu sais que t'as gravé dans le temps un truc qui est, ok, là, c'est un album et ça représente une période d'une vie ou pas, mais ça représente une énergie, en tout cas, tu vois. Et... ça veut dire que maintenant, du coup, tu te sens plus libre pour explorer d'autres choses encore. Ouais, je pense. Même sortir genre des projets un peu peut-être alternatifs, genre, tu sais, ça te semble plus possible maintenant. Ça me semble plus possible, ouais. Okay. Je me dis, ok, bah là, ça y est, j'ai fait ça, maintenant, il faut aller s'amuser un petit peu, tu vois. Okay. Peut-être même repartir sur un format plus single. Enfin, quand je dis single, c'est des 2 titres ou des trucs comme ça, tu vois. Dernière question, j'aime bien poser ça. Est-ce que toi, tu as un morceau préféré sur cet album ? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un bébé que tu préfères? Bah, je dirais Hors de l'eau et en même temps, je dirais G-Map aussi. Ok, G-Map, ouais. Parce que c'est le morceau où j'ai mis vraiment le plus de moi-même dedans, tu vois. Et ce morceau-là, il n'existe pas si je suis pas avec Jazzy Bass la veille, tu vois. En gros, on était parti au Zénith de Kaba et Gigi. Et après, bref, on se dit, vas-y, on va aller au studio et tout, tu vois, on bifurque après la soirée. Et on a grave parlé à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'étais grave en doute concernant la musique et tout, tu vois. J'arrivais pas à construire le projet que je voulais construire. On a beaucoup parlé et il m'a beaucoup aidé. Il part, moi je reste au studio, le soleil il se lève et à prod, je me dis mais en fait vas-y là faut que j'écrive
Et ça allait assez instinctivement, tu vois. C'est un morceau que j'ai écrit très vite, mais où j'ai mis beaucoup de moi dedans, je pense. Et c'est pour ça qu'il a une saveur particulière pour moi, ce morceau-là, quand même, tu vois. Il s'appelle KJ-Map. Toi, t'es un mec du 19, de Paris. Donc, voilà, tu connais bien cette ville. Mm-hmm. Est-ce que tu l'aimes toujours autant? Est-ce qu'elle te saoule? Est-ce que tu te vois te barrer de Paris un jour ou t'es trop encimenté ici? Franchement, c'est Parce que même dans ta musique, Paris, c'est un élément important. Ouais, tu vois, t'en bien parles, sûr. tu vois, tu cites des noms de rues, même le Paris, même la vie nocturne que tu décris, elle est à Paris, tu vois. Bien sûr. En vrai, Paris, c'est toute ma vie, tu vois. J'ai pas souvent quitté Paris. Enfin, je veux dire, sur de longues périodes, tu vois. Mais Paris, c'est quand même toute ma vie. T'as jamais vécu 6 mois, par exemple, ailleurs qu'à Paris? T'es parti en vacances ou quoi, mais jamais. Voilà, exactement. Mais tu vois, voilà, c'est... Il y a une dualité. J'aime Paris, mais en même temps, là, j'ai envie de bouger un peu. C'est toujours ça avec Paris. Non, mais c'est trop ça, gros. Mais je sais pas. J'avoue, je sais pas trop, en vrai. J'aimerais... En tout cas, je me vois pas, je pense, finir mes jours ici, ça c'est sûr et certain, mais faire des petits allers-retours au calme, tu vois. T'aimerais aller vivre où si c'est pas à Paris? Au soleil, hein. Moi, je suis un dépressif, hein, donc il me faut du soleil, gros. Ah ouais, il me faut du soleil, la plage. Et donc, en Guadeloupe, peut-être? En Guadeloupe, mais pas que. Du coup, en fait, plus dans les Caraïbes, mais faire du coup pareil. Okay. En fait, je me vois pas rester quelque part toute une vie, enfin toute une retraite, entre guillemets, tu vois, mais plutôt faire beaucoup de petits allers-retours à gauche, à droite, mais dans les Caraïbes, du coup. Je te le souhaite, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Edge. Merci à toi, C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.